Salut aux élèves de 4e 3, 4e 6 et 4e 7. Enfin, on se retrouve. Alors, je me suis occupé jusqu'à présent des 6e et des 5e. C'est à votre tour. Comme convenu, donc, je vais revenir sur le cours sur la Révolution, deuxième partie, ainsi que l'Empire napoléonien qui fera l'objet d'une seconde pastille. Donc, au total, deux pastilles. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais passer en revue le cours et m'arrêter sur les passages importants ou un peu compliqués. Je vous conseille dès à présent de vous munir de votre cahier, de votre fiche d'activité, surtout si vous l'avez faite, et de votre répertoire parce que ça peut nous être utile, en particulier le répertoire parce que il contient des définitions qui vous permettront d'être sans doute un peu mieux armé pour comprendre ce qui va suivre. Alors j'y vais tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc nous avons déjà eu l'occasion donc de travailler un petit peu sur le début de la période de la République, car vous l'avez compris, à partir de 1792, il y a du changement, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle que normalement la Révolution aurait dû se terminer pratiquement en 1790 avec la fête de la Fédération, mais cette révolution elle est relancée par la grosse bêtise commise par Louis XVI, que vous savez, c'est-à-dire il a essayé de fuir avec la famille royale pour rejoindre très vraisemblablement l'Autriche et y trouver du soutien pour réprimer la Révolution. Et vous savez également comment ça va se terminer pour Louis XVI et Marie-Antoinette qui vont guillotiner pour haute trahison envers l'État. Et on peut noter donc tout de suite à cette occasion que le passage de la monarchie à la République, c'est déjà une forme de radicalité, parce qu'à partir du moment où on passe en République, ça veut dire qu'il n'y a plus de référence au roi, hein, on change de système politique. Ce qui est intéressant aussi, on va insister là-dessus, c'est qu'on va également changer de régime politique, car et ça, c'est un des grands paradoxes de la Révolution. La Première République, qui va durer 7 ans, donc 1792-1799, ne sera pas une démocratie, elle ne le sera jamais. Elle va même être carrément une dictature dans les premiers temps, et on va essayer d'expliquer pourquoi et comment cette dictature s'est mise en place. Donc je passe très rapidement au grand B, donc, qui est intitulé La France en guerre au pluriel et la terreur. Ça correspond également à la fiche d'activité que je vous ai demandé de faire. Alors, moi je vais insister quand même sur 2-3 points. D'abord, on va revenir un petit peu sur la répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Vous le savez, l'Assemblée nationale, son rôle, c'est un rôle d'abord législatif, elle est là pour discuter et voter les lois. Mais il faut aussi un pouvoir exécutif, concrètement il faut un gouvernement, c'est-à-dire un groupe de gens qui dirigent l'État au quotidien. C'est ce qu'on va appeler le comité de salut public, dont le chef, dans un premier temps, et même assez longtemps, va être Robespierre. Ce comité de salut public va lui-même proclamer le régime de terreur. Le terme est assez explicite, donc ça veut dire que les révolutionnaires eux-mêmes admettent et imposent une dictature. L'expression de terreur n'est pas une expression inventée par les historiens par la suite pour qualifier cette période, ce sont bel et bien les révolutionnaires qui l'ont nommée ainsi. Une dictature de ce genre, elle est proclamée parce que les révolutionnaires estiment que la situation est très très grave, et que dans ce genre de circonstances, on n'a pas forcément le temps ni les moyens de trop débattre. Il faut prendre des décisions immédiates, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des décisions, on va dire, qui vont trouver l'accord de la majorité de la population. Alors, vous l'avez compris, il y a déjà une coalition européenne avec plusieurs monarchies étrangères qui vont profiter de la situation un peu flottante pour attaquer la France, par soutien envers Louis XVI évidemment. Vous avez pu remarquer à cette occasion que va naître l'hymne national, la Marseillaise, sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants. L'hymne national de la Marseillaise est sans doute le plus célèbre au monde, il est d'une rare puissance, notamment sur le plan musical. À l'origine, il ne s'appelait pas la Marseillaise, à l'origine, il s'appelait plutôt Chant pour l'armée du Rhin, composé par un certain Rouget de Lille. L'armée du Rhin, c'était donc l'armée révolutionnaire française qui était stationnée à proximité de ce fleuve, le Rhin, qui sépare la France de l'Allemagne actuelle, qu'on appelait plutôt la Prusse à l'époque. L'objectif de Rouget de Lille était de créer un chant pour donner du cœur et du courage aux troupes de cette fameuse armée du Rhin, mais en réalité, l'hymne va connaître tout de suite beaucoup de succès auprès de toutes les troupes révolutionnaires de France, et notamment auprès des Marseillais, qui sont manifestement ceux qui l'ont chanté avec le plus de ferveur, et donc par conséquent on a donné à cette hymne le nom de la Marseillaise.
Ce qu'on peut ajouter, c'est que dans cette hymne, il y a au moins 3 passages sur lesquels j'aimerais apporter quelques petites explications. Vous avez d'abord cette expression un peu bizarre, en tout cas dans la manière dont elle est tournée, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé. Alors, qu'est-ce que déjà ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il y a une bizarrerie? Il y a une bizarrerie parce que normalement l'ordre de cette phrase, ça devrait être plutôt l'étendard sanglant de la tyrannie s'est levé contre nous. Donc l'ordre a été complètement inversé, mais ça c'est pour des raisons, on va dire, de commodité pour l'écriture du texte. Mais c'est vrai que du coup c'est une tournure qui est un peu bizarre et qui peut mettre dans le cirage. Dans cette tournure, dans cette expression, il y a la formule l'étendard sanglant de la tyrannie. Alors, l'étendard, c'est le drapeau, et la tyrannie, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une forme de dictature, en fait, extrême. Et donc, ça désigne clairement les ennemis de la Révolution française, donc toutes les monarchies européennes, et leurs soldats, évidemment. Il y a un autre passage sur lequel je vais m'arrêter, c'est celle qui fait référence aux soldats étrangers. Vous avez un passage où vous avez l'expression entendez-vous mugir ces féroces soldats, donc les soldats étrangers. Il y a quelque chose qui est un peu surprenant, c'est qu'ils sont présentés à la fois comme féroces, mais en même temps ils mugissent. Or, mugir, c'est pas la même chose que rugir. Rugir, c'est un lion, c'est donc a priori une image qui est plutôt flatteuse parce que ça fait référence à une certaine férocité, certes, mais surtout au roi des animaux. Sauf que là, en fait, on n'emploie pas l'expression rugir, mais mugir. Et ça fait plutôt référence aux vaches. Donc en fait, les soldats étrangers sont présentés plutôt comme du bétail, comme des bœufs ou des vaches. Donc c'est déjà une expression qui est beaucoup moins valorisante. Clairement, les révolutionnaires font preuve d'ironie à travers cette expression. Dernière expression sur laquelle je vais m'arrêter, c'est l'expression de sang impur qui abreuverait les sillons, c'est-à-dire donc les champs agricoles. Le sang impur fait à nouveau référence aux soldats étrangers, bien évidemment, mais il n'est pas question ici de racisme. Il n'y a pas de dimension raciste dans cette formule. Ça, c'est une interprétation que certains font aujourd'hui, mais qui est totalement anachronique, c'est-à-dire hors sujet. L'expression de sang impur en fait qualifie tout simplement les partisans de la monarchie absolue. Il n'est pas question d'avoir une haine envers des gens étrangers sous prétexte qu'ils sont étrangers. Là-dessus, il y a 2 autres menaces qui renforcent chez les révolutionnaires l'idée qu'il faut mettre en place une dictature. Ce sont des menaces à l'intérieur. Il y a des révolutionnaires qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la ligne fixée à Paris. C'est ce qu'on appelle les Girondins ou fédéralistes. Vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus avec la fiche d'activité, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Pour les mêmes raisons, vous avez pu voir aussi que par exemple en Vendée, également il y a beaucoup de problèmes. On estime que les révolutionnaires ont tué peut-être jusqu'à 200 000 Vendéens, parce que les Vendéens qui se sont sentis trahis par la révolution dont ils attendaient beaucoup, et qui se sont rendus compte qu'elle a été en fait confisquée par les bourgeois, donc les Vendéens vont basculer dans la contre-révolution pure et simple. Ça va être l'occasion de massacres et d'exactions particulièrement graves qui s'inscrivent donc dans une logique plus générale de guerre civile en fait. La France se retrouve dans une situation de guerre civile. Ce qui amène donc au risque d'un conflit sans fin, c'est la dernière partie de ce grand 2. Ce qui est quand même fou, c'est que la France va réussir à peu près se sortir de toutes ces situations très compliquées, mais il faut voir à quel prix. Le prix, c'est le sang qui a été versé, et puis surtout le fait que le régime politique donc, a été une vraie dictature pendant au moins 2 ans, à tel point d'ailleurs que les révolutionnaires vont finir par se guillotiner entre eux, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ce qu'il faut expliquer par rapport à ça, c'est que concrètement, quand vous commencez une révolution, vous ne savez jamais ni comment ni quand elle va se terminer, parce que ça réveille quelque chose de très profond, ça libère des instincts qui sont parfois des instincts très morbides. Quand vous avez beaucoup de pouvoir et pratiquement même un pouvoir de droit, un pouvoir de vie ou de mort sur autrui, ça peut vous faire perdre assez facilement votre lucidité. Donc c'est ce qui va arriver aux révolutionnaires.
Danton, sur ordre de Robespierre, va être guillotiné, mais 3 mois plus tard, ça sera au tour de Robespierre de tomber sur plus révolutionnaire que lui. Je termine en rappelant aussi qu'il y a un changement assez important de positionnement par rapport à l'Église et le clergé français. On avait vu au début du cours que dans un premier temps, la majorité du petit clergé était plutôt favorable à la Révolution, mais on avait vu aussi que ce qu'on appelle la constitution civile du clergé en 1790 avait commencé à créer une espèce de situation un peu bancale entre les révolutionnaires et le clergé français, et ça ne va pas s'améliorer sous la République, où notamment les prêtres qui refusent de prêter serment, donc ceux qu'on appelle les prêtres réfractaires, vont être pourchassés. Et d'une manière plus générale, les révolutionnaires français de cette époque sont dans une obsession anti-religieuse très 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 puissante. Donc dans certaines régions de France, le culte religieux va carrément être interdit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les révolutionnaires vont aller extrêmement loin dans ce domaine-là, en remplaçant le calendrier chrétien par un calendrier révolutionnaire, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ce calendrier révolutionnaire, il va durer seulement le temps de la Première République, donc 7 ans, donc de 1792 à 1799. Au passage, et je terminerai là-dessus, c'est ce qui permet de comprendre l'expression du coup d'État du 18 Brumaire que Napoléon va réaliser. Coup d'État du 18 Brumaire, pardon, de l'an 7. Donc l'an 7, c'est concrètement l'an 1799, et ça correspond à peu près au mois de novembre actuel. Donc changer le calendrier, c'est quand même pas rien sur le plan symbolique, c'est vraiment la preuve ultime que les révolutionnaires ont décidé, en tout cas à cette époque-là, de manifester leur opposition très radicale à l'Église et au clergé français. Voilà, je termine donc cette première pastille en vous donnant rendez-vous immédiatement, puisqu'on va se retrouver pour la seconde pastille qui va, elle, se concentrer sur l'Empire napoléonien. Donc je vous dis à tout de suite.